Alors, je vais passer à l'autre aspect qui est l'intelligence artificielle, si vous êtes d'accord. Très bien, très bien. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle, donc sans transition, pourquoi j'ai fait l'aspect sur l'intelligence artificielle de manière différente le chapitre sur les robots? C'est parce que l'intelligence artificielle est vraiment très spécifique. Souvent, elle a utilisé ce terme intelligence artificielle ou IA en français, en anglais, ou AI en français, est utilisé un petit peu abusivement parfois par les médias comme synonyme des nouvelles technologies finalement. Oui, avec l'intelligence artificielle et tout ça, on va vers un monde. Souvent, c'est un petit peu abusif. Ça remplace la black box finalement, un peu des cybernéticiens quoi. Peut-être, voilà. Pourquoi pas. Donc, je pense que c'est bien de préciser que l'intelligence artificielle est quand même quelque chose de très spécifique. Et j'aimerais vous faire, bon, pour en parler de toute manière possible, mais j'aimerais vous amener à la comprendre avec une approche scientifique de créer l'intelligence artificielle finalement selon deux approches différentes. La première, qui est plutôt par mimétisme, on pourrait dire, c'est celle-ci finalement. Vous voyez un robot qui s'appelle Alter derrière moi. Oui. Et ils essayent en fait de reproduire une intelligence, mais à la manière dont fonctionne notre cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont recréé des neurones artificiels, qui sont connectés entre eux, et ils sont venus connecter différents capteurs, des capteurs sonores, des capteurs au niveau de la position des bras, des capteurs de présence, etc., aussi au niveau des caméras. Et ils sont venus connecter également les moteurs, finalement, ce qui active les yeux. Il peut activer aussi des haut-parleurs, faire du son et activer ses membres, comme vous le voyez. Et ce qui est assez intéressant, je vais peut-être juste mettre le son. Donc ici, vous voyez que ça fait pas grand-chose, quoi. Mais par contre, ça paraît un petit peu étonnant, étrange. On dirait que c'est vivant. Ça me fait penser à un gros bébé, finalement. Oui, oui. Mais ça se passe au Japon, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il y a une artiste qui a fait une œuvre autour de ce robot et qui était présentée d'ailleurs dans la dernière exposition qui était accessible au FRAC Franche-Comté. C'est possible. Oui, 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 tout à fait. Bon, en tout cas, le robot me fait penser à cette pièce qui était présentée dans cette exposition sur la question de la danse aussi. D'accord. Alors, ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'approche de l'intelligence artificielle par mimétisme, j'ai envie de dire, donc en recréant des neurones et puis en connectant finalement quasiment son programme, hein, il n'y a pas de programme. Ça lui dit pas si vous entendez le son, le robot ne va pas être programmé pour faire telle ou telle chose. Il laisse la machine toute seule. C'est-à-dire c'est la machine elle-même avec son système neuronal qui va décider de faire quelque chose ou de ne rien faire en fonction de ses capteurs. C'est comme un enfant, un bébé, j'aurais envie de dire, qui est posé dans son lit, qui va réagir d'une manière ou d'une autre. Donc, on voit que finalement, on peut pas tellement utiliser, vous m'apprenez peut-être l'utilisation artistique, mais dans la vie de tous les jours, comme ça, on peut pas vraiment utiliser pour l'instant cette technologie par cette approche finalement d'intelligence artificielle. Par contre, ce qui est en train maintenant de révolutionner complètement la société, c'est l'intelligence artificielle qui va finalement, on se fiche complètement de la façon dont notre cerveau fonctionne. On va chercher simplement à reproduire, à remplacer les compétences d'un cerveau humain, peu importe la technologie qu'on va mettre en œuvre. D'accord? Ça, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, on va utiliser autant d'ordinateurs qu'on veut, autant de logiciels, autant de technologies qu'on veut. L'idée est de pouvoir remplacer et même aller au-delà de ce qu'un cerveau humain est capable de faire dans ces différents postes. Et là, c'est quelque chose qui est incroyable, ce qui est en train de se faire. Alors, je vais vous présenter, là aussi, je ne vais pas plus parler que ça, je vais vous montrer concrètement ce qui est en train de se faire, mais je vais d'abord vous donner une idée. On parle souvent de l'intelligence artificielle comme elle était mise en œuvre au début. En donnant un exemple, vous avez de plus en plus d'eau que chacun fait chez lui, et vous savez plus comment retrouver la X millième photo avec vous avez un chapeau rouge, vous êtes au bord de la plage, ou vous savez plus quoi. Vous allez devoir vraiment essayer de compulser tout ça. Donc, une des idées, ce serait que l'intelligence artificielle va être capable d'analyser vos photos et va pouvoir leur donner une étiquette.
Et vous allez pouvoir lui parler, vous allez pouvoir lui dire, trouve-moi la photo où j'étais avec 2 chats au bord de la plage, je sais plus où, et l'intelligence artificielle va être capable de vous ressortir les photos. Va être capable de vous analyser ça, de vous ressortir les photos. Voilà. Un exemple. Alors, comment ils font? Ils vont donner un logiciel d'intelligence artificielle. Ils vont donner à manger quelque part, lui donner des connaissances de base en fournissant, par exemple, des schémas de qu'est-ce que c'est qu'un chat. Donc, ils vont montrer des oreilles de chat, des moustaches de chat, des pattes de chat, un corps de chat, et ils vont passer en visionnage à l'intelligence artificielle des milliers, des millions de photos, de vidéos de chats ou de parties de chats. Et finalement, l'intelligence artificielle va apprendre de ça, comme on en parlait avant avec la Tesla. Oui, oui. Donc, elle va apprendre de ça et elle va se faire sa propre idée de qu'est-ce que c'est qu'un chat. Elle va se faire sa propre idée, vraiment. Et elle va l'apprendre. Et ben voilà, un exemple de comment on fait pour apprendre ça. Alors, on va se dire, mais ces intelligences artificielles, finalement, c'est très idiot parce que elle saura vraiment ce que c'est qu'un chat, mais cette intelligence, elle va pas pouvoir appeler tante Josette, j'ai envie de faire une balade avec elle, ou de faire une réservation dans un bistrot. Pas aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, l'intelligence qui apprend le chat, qu'est-ce que c'est qu'un chat, ne va pas pouvoir faire tout ça. Donc, on se dit, c'est hyper limité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque intelligence artificielle va devenir experte dans son domaine, et après, par le biais d'Internet ou d'Internet des objets via la 5G, par exemple, ou d'autres choses, toute son expertise va pouvoir être partagée avec toutes les autres. Et là, c'est une sorte de cerveau mondial, en fait, que se partagerait finalement l'ensemble de ces IA, quoi. Tout à fait. Vous êtes d'accord que nous, en tant qu'humains, quand vous allez apprendre les rudiments des maths, vous êtes d'accord qu'à chaque moment, vous devez prendre une personne, lui dire, ben maintenant, 2 plus 2, ça fait 4. Chacun passe par là. Alors que l'intelligence artificielle, bon, elle n'a pas besoin d'apprendre des maths parce que c'est sa propre nature. Elle a de la chance. Voilà. Mais quelque part, tout ce qu'il va apprendre, il y aura plus jamais besoin de le réapprendre. C'est ça. Ça reste dans le réseau, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez devenir vraiment expert et avoir la plus grande compétence possible dans un domaine, et il n'y aura plus jamais besoin de la réapprendre pour pouvoir l'utiliser. Et c'est ça une des révolutions complètement incroyables dont on ne perçoit pas l'ampleur, finalement, l'impact qu'il y a dans notre société. C'est juste hallucinant. Donc, voilà, je vais passer maintenant à autre chose. Donc, vers quoi on va l'utiliser? Regardez. Je vais vous présenter, vous connaissez tous Photoshop, par exemple. Photoshop, c'est un logiciel qui permet de modifier des images. Donc, vous prenez une image réelle, et puis vous allez tout près, vous déplacez des pixels, vous pouvez en prendre une autre partie, et vous allez pouvoir modifier une image réelle pour en faire une fausse image, mais on croit qu'elle est réelle. Oui. Et là, avec l'apprentissage de l'intelligence artificielle, vous voyez, ils ont cliqué juste sur la couleur brune qui signifie rocher, et ils dessinent le rocher, et l'intelligence artificielle va vous créer directement le rocher, et en fonction de son apprentissage, va créer les reflets dans l'eau. Vous pouvez décider quelle lumière, avec, sans soleil, à quelle heure du jour vous êtes, si vous voulez une plage en galets, en herbe, en sable, et tout ça en temps réel. Donc, même quelqu'un qui n'a aucune idée de la technologie, vous le mettez là-dedans, il va vous créer l'image que vous voyez là, simplement en cliquant, voilà, je veux du rocher là, je veux de l'eau ici, etc. Et l'intelligence artificielle va faire absolument tout ça d'elle-même, enrichie de toutes ces expériences. Et là, on en est vraiment au tout début. Voilà, regardez bien maintenant, à partir d'une photo réelle. Vous allez voir, vous voyez la photo, et de l'autre côté, la personne va décider d'effacer finalement le fil. Il y a une espèce de corde là, donc elle décide d'effacer, et l'intelligence artificielle comprend ce qu'elle veut effacer, et va recréer le paysage ou la partie de la photo qui aurait potentiellement derrière, pour qu'on ne voit plus finalement que... Oui. Donc vous pouvez complètement effacer ce que vous avez envie, et l'intelligence artificielle va recréer automatiquement derrière. Et là aussi, il n'y a plus besoin d'avoir une compétence
qu'il fallait quand même avoir quand on utilisait Photoshop ou un logiciel similaire, par exemple, où il fallait quand même passer du temps, avoir un peu une idée de la pour gommer chose. les détails, je sais que c'est toujours très long avec les pinceaux, les gommes, etc. Voilà. C'est fou. Donc là, vous voyez, ça se fait Automatiquement. Voilà, exactement. Ça pourrait être aussi utilisé dans les salons de coiffure ou ailleurs. Enfin, ça va toucher tout le monde. L'intelligence artificielle est utilisée de plus en plus, mais vraiment, mais partout, dans tous les domaines. Voilà. Oui, c'est vrai que là, on n'imagine pas que derrière ces processus, il y a de l'intelligence artificielle, mais en fait, elle est bien là, quoi. Exactement. C'est pas que. Donc là, vous voyez, de rajeunissement. Donc c'est pour ça que c'est imperceptible. Et c'est ça qui est souvent dangereux dans les technologies ou même dans toutes les choses, parce que tout ce qui est imperceptible au sens humain est potentiellement dangereux, puisqu'on ne le voit pas, on voit pas l'impact. On le voit bien même au niveau chimique avec les nappes phréatiques polluées, etc. Qu'il y a un produit chimique qui s'insinue dans une nappe phréatique n'est pas quelque chose qui est visible à nos sens. Elle le sera au moment où on commence de percevoir un goût bizarre ou à s'intoxiquer, mais pendant des années, les plastiques qui se sont accumulés dans les océans aussi, on les a pas vraiment vus. Et maintenant, c'est en train d'apparaître au grand jour, par exemple. Donc c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Elle est en train de s'insinuer absolument dans tous nos périphériques, dans tous nos logiciels, dans toutes nos applications, dans toute notre vie et notre société, sans qu'on s'en aperçoive. Alors maintenant, on l'a vu dans le domaine de l'image. Et là, je vous montre aussi une personne, parce qu'on le fait aussi, bien sûr, l'intelligence artificielle est utilisée aussi dans le domaine de la voix, dans le domaine du son. Vous savez que, enfin, chez nous, par exemple, le Swisscom utilise, par exemple, un scanner de voix. Donc, il scanne notre voix quand on demande de parler au support par téléphone. Ça leur permet ensuite de trouver directement quel est notre fichier pour pas avoir à redemander si c'est bien nous, notre numéro X ou Y. La voix est une signature, quoi, c'est ça. Voilà, donc c'est une signature vocale finalement. Donc elle est scannée. Et là, vous avez une personne qui a parlé comme ça à une intelligence artificielle. Voilà, je vais vous mettre un petit peu le son. Okay, so create my digital voice now. Creating your digital voice takes at least 1 minute. 1 minute, my God. Yeah, so before to create some artificial voice of someone, you would need to record yourself for at least. Bon, alors là, la personne a scanné sa voix, donc elle a dû dire quelques mots, quelques phrases pour que l'intelligence artificielle finalement arrive à capter les caractéristiques de la voix de cette personne. Et ensuite, ils vont procéder à un test. Donc, la personne va écrire sur son ordinateur, comme vous le voyez là, elle écrit quelques textes et l'intelligence artificielle va parler, donc va dire ces textes avec la voix du monsieur, mais c'est pas lui qui va le faire, c'est pas préenregistré, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va générer exactement avec sa vraie voix. Oui. Enfin, c'est une imitation de sa voix. La synthèse, c'est une vraie synthèse en fait de la voix originelle, quoi. Exactement. Et on va voir le test. En fait, il téléphone à sa maman. Voilà. Ici, je vais mettre le son. Il va téléphoner à sa maman pour voir si elle voit une différence. Hey, Mom. What are you guys up to today? Well, it's that we didn't have any electricity early this morning, and we're just hanging around. I'm just finishing up work and waiting for the boys to get home. Okay. I think I'm coming down with a virus. Oh, wow, you feel bad, huh? I was messing around with you. You were talking with a computer. Oh, I'm talking to you. It's amazing. Eh oui, c'est incroyable. Voilà, vous voyez, c'est incroyable. Donc, sa propre maman n'a pas reconnu que c'était une machine ou quelque chose de bizarre. Elle a pu lui parler. Donc là, on le voit, on l'a vu au niveau de l'image, on le voit maintenant au niveau du son. Donc maintenant, on va franchir encore une étape supplémentaire, si vous le voulez bien, pour vous montrer encore autre chose au niveau de la vidéo. Avant, on avait du traitement d'image fixe. Et maintenant, regardez ce qui se passe là. À partir d'une image fixe, l'intelligence artificielle est capable de créer une vidéo. Oui. Même à partir de personnages qui n'ont jamais été filmés. Donc, vous avez ici une image historique, par exemple. Et alors, ça sera pas un vrai film, ça sera une interprétation, un calcul, une proposition de l'intelligence artificielle qui, à partir d'un visage de face, va interpréter quelle sera la forme du visage quand on se tourne un petit peu de côté
et va proposer même différentes séquences vidéo, par exemple. Vous voyez ici, à partir de la personne-là, l'intelligence artificielle propose 3 séquences différentes. Et même la Joconde. Bah oui. Les tableaux pourront devenir animés maintenant. Exactement. Ils vont parler la Joconde ici avec différentes expressions. Chacun prendra la sienne, celle qu'il préfère. C'est incroyable. Ah, Einstein. Grief felt by the people of Orlando, especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To get it to our job, or to Medicare or Medicaid. Donc voilà, vous avez vu Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui parle, mais en fait, c'était pas lui. C'était un acteur qui prêtait sa voix et qui est interprété par l'intelligence artificielle pour venir faire un mix entre l'intelligence artificielle, l'acteur et l'original, pour pouvoir finalement faire dire autre chose en faisant croire que c'est Barack Obama qui le dit. Oui. Donc, c'est complètement incroyable. Et maintenant, on va le voir avec George Bush, encore un autre président des États-Unis. Vous allez voir George Bush ici qui fait des mimiques un peu bizarres avec sa bouche. Et vous allez voir que c'est cette personne-là, l'acteur, qui fait des mimiques en direct et pour voir quelles conséquences ça a sur George Bush. Vous allez voir. Absolument toutes les mimiques avec la bouche, etc., est reproduite sur George Bush. Donc, ce qui fait que là, il montre qu'il y a des tas de photos qui se font passer ou de vidéos qui se font passer pour des vraies, qui sont en fait des fausses. Et là, ça pose vraiment des sérieuses questions. Il faut être hyper vigilant et fact-checker quasiment toutes les images. Enfin, c'est très compliqué. Mais je crois qu'il y a aussi des logiciels ou des algorithmes qui sont capables en fait de détecter les faux. Non, il me semble que j'avais aussi entendu parler de ça. Alors c'est possible et je pense que ça peut nous aider parce que après on est dans un monde tellement bouleversé et je dirais presque non maîtrisé, hein, oui. que on est dans un monde où gentiment tout le monde, on pourrait presque dire n'importe qui va pouvoir faire n'importe quoi. C'est pas forcément rassurant. Non, c'est loin d'être rassurant, effectivement. Voilà. Par contre, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que je pense qu'on va vivre tous ces bouleversements, à mon avis, vont pouvoir être potentiellement pour un mieux. Il y aura beaucoup de dégâts, beaucoup de choses invraisemblables et très 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 pénibles à vivre, certes, mais je pense que c'est une sorte de mal pour un bien, c'est-à-dire que ça va nous faire prendre conscience finalement. On est allé au bout du bout là. Ça va nous faire prendre conscience qu'il faut qu'on revoie, je dirais, les bases même du fonctionnement de notre société, qu'on revoie ça d'une manière beaucoup plus mieux maîtrisée, bienveillante, plus sage, parce qu'on voit ici les limites. On arrive dans un monde où finalement plus personne va savoir si la news qu'on vous montre, si la photo qu'on vous montre, si la vidéo qu'on vous montre, si c'est une vraie, si c'est une fausse, si c'est une un peu vraie mais quand même fausse, vous allez plus savoir. Et on sait que l'humain, il est très réactif aussi, il est émotionnel, réactif. Donc, on va pas forcément attendre que des experts ou peut-être même qu'un logiciel analyse telle ou telle vidéo pour réagir. Dès qu'on verra quelque chose, il y aura une espèce d'émotion, une réaction qui va s'emparer de nous, et il y aura des réactions qui seront plus ou moins positives ou négatives. Et tout le monde, entre guillemets, s'en fiche à la fin de savoir si c'est vrai ou pas. Tout ce qui a été provoqué finalement par l'émotion, par la réaction de quelque chose, va avoir un effet. Et là, vous voyez bien qu'on sera obligé de passer, une fois qu'on se rendra tous compte de ça, on sera obligé, de gré ou de force, de prendre du recul. On sera obligé de se dire, bon, je réagis pas tout de suite, je vais laisser ça un petit moment en moi, savoir peut-être qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, et si c'était juste, et si c'était faux, qu'est-ce que ça fait en moi.
Et puis finalement, peut-être le plus important, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on ressent soi-même, en soi, par rapport au sujet abordé. Et ça risque de faire la différence. C'est-à-dire que dans ce chaos qui est en train d'apparaître, qui est là finalement autour de nous, qui continue d'augmenter, ce chaos va permettre de faire prendre conscience finalement à tout le monde, à tout un chacun, des limites, et va ramener chaque personne, à mon avis, à soi-même. Chacun va être obligé de gré ou de force de revenir à lui-même et plus s'appuyer sur ce qu'il voit à l'extérieur de lui, sur des vidéos, sur des commentaires, sur on m'a dit que j'ai vu telle chose. Tout ça finalement. L'esprit critique, il faut développer l'esprit critique, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'on vit vraiment une époque qui est énorme par rapport à ça. On va en reparler aussi après en abordant aussi une partie de physique quantique, n'ayez pas peur, mais avec des mots très, très simples. Mais on voit qu'on est en train de vivre des bouleversements, mais qui sont phénoménaux. Je suis persuadé qu'on vit une époque qui va revivre en beaucoup plus impactant, en beaucoup plus fort, la fameuse période de passage de la Terre plate à la Terre ronde. Vous vous souvenez vous vous souvenez. On n'était pas nés. Voilà, on n'était pas nés, mais au début, bien sûr, ils ont failli se faire brûler. Hein. Enfin, il y a eu toute une histoire avec ceux qui disaient que la Terre était ronde et puis ceux qui disaient mais non. Enfin, c'est possible. Je pouvais quelque part scientifiquement démontrer qu'on peut pas vivre sur quelque chose de rond. Eh oui. Je prends une boule de pétanque ou n'importe quelle boule, une boule de neige. Je mets quelqu'un dessus, je tourne un peu la boule, vous voyez bien que ça tombe. Oui. Vous pouvez pas rester sur une boule. Donc, je peux le montrer. Quelque part, scientifiquement, on pouvait démontrer qu'on ne pouvait pas habiter sur une sphère. Alors qu'il nous manquait une notion, c'était la notion de la gravité. La gravité, bien sûr. D'accord. L'effet de la gravité. Donc, après, la science a considéré, a expliqué, et a intégré finalement la notion de gravité. Donc, on a eu une nouvelle vision de la réalité. Mais la science, avant d'avoir la notion de la gravité, elle l'avait pas. Donc, on voyait la réalité différemment avec les notions qu'on avait avant. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va encore passer, avec les expériences notamment de physique quantique, on va passer encore à un monde. Je peux vous dire que la plupart d'entre vous, je vais même dire d'entre nous parce que c'est impressionnant, ne sont pas prêts, je pense, à croire ce qui est pourtant démontré selon la science, alors qu'on est censé croire ou démontrer par la science que des choses existent, que des phénomènes existent, puisqu'ils sont répétitifs, ils sont calculables, ils sont démontrables. On arrive dans un monde complètement invraisemblable et incroyable. Alors là, je vous montre aussi pourquoi des personnes comme Elon Musk, qu'on présente plus, hein, le patron de Tesla, SpaceX, etc. Ça fait plusieurs années qu'il avait dit qu'il fallait faire attention avec l'intelligence artificielle. C'était pas le seul. Il y a plusieurs personnes, plusieurs leaders aussi, qui ont dit qu'il fallait vraiment essayer de maîtriser cette technologie avant qu'elle se répande partout dans le monde. Et bien là, dans une interview, il disait vraiment que c'est impressionnant et que malheureusement, les gens ne réagiront pas tant qu'ils n'ont pas un impact direct sur eux-mêmes. Il disait, tant que les gens ne voient pas que des robots sont en train de tuer des personnes dans la rue, les gens ne vont pas réagir. Et au moment où les gens vont réagir, ça sera trop tard parce que tout sera mis en place derrière. Donc là, on voit bien les limites de l'humain par rapport à la technologie, ce qui faisait dire à Albert Einstein, je crois, déjà à l'époque, notre technologie a dépassé notre humanité. Il le disait déjà à l'époque. Maintenant, cette phrase qui est en soi une belle phrase, qu'on pouvait juste trouver jolie, philosophiquement ou socialement intéressante, et même la trouver réelle, mais ça alimentait peut-être même des discussions qui n'en ont, enfin, du café du commerce ou autre chose. Mais maintenant, cette phrase, elle prend tout son sens parce qu'elle devient notre réalité. Notre technologie a dépassé notre humanité. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. On est confronté directement à ça. Maintenant, j'entame la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on peut conclure un petit peu de tout ça. Premièrement, j'ai envie de dire que comment est-ce qu'on peut considérer la technologie? Certains diront, mais cette technologie, finalement, elle met le bazar, elle nous met en danger, il faut être tous contre la technologie, il faut revenir à la nature et arrêter ça. À
À mon avis, je pense que c'est la nature humaine que de faire de la technologie. Parce que la technologie, finalement, c'est de la créativité, c'est de l'invention, c'est du génie humain. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, considéré comme non technologique, peut-être, vous vouliez franchir une rivière avec toute votre tribu ou votre famille parce que il y a des bons fruits à manger de l'autre côté de la rivière. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre créativité, votre ingéniosité d'humain qui va vous dire, si je mets des pierres dans la rivière, je vais pouvoir traverser plus facilement le lit de la rivière. C'est déjà de la technologie. Eh oui. Est-ce qu'il est condamnable? Je ne pense pas. Je pense que la technologie, le principe même de créativité, d'ingéniosité, fait intrinsèquement partie de l'humain. Donc, à mon avis, on peut pas, je pense pas qu'on puisse lutter, à titre personnel, je pense pas qu'on puisse lutter contre la technologie parce que la technologie, c'est l'humain. Où il y a de l'humain, il y a de la technologie. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose contre ça, par exemple. Par contre, il y a beaucoup d'autres aspects. Je pense que tout le monde, je pars sur les fameux robots humanoïdes. Je vous disais qu'avant, qu'en Asie, par exemple, ils adorent les robots humanoïdes, alors qu'en Occident, on est beaucoup plus circonspect, voire opposé à ce genre de technologie. Ça dépend finalement de notre culture, d'où on est né, de notre façon de voir l'avenir, de voir le monde, et aussi de nos peurs. Mais ça veut aussi dire quelque chose, c'est-à-dire que finalement, la façon de mettre en œuvre ces technologies va dépendre de notre vision du monde. Et je vais mettre maintenant en parallèle quelque chose qui me semble, tout le monde devrait, me semble-t-il, être d'accord. Vous êtes peut-être, j'espère, je ne vous vois pas les internautes, mais tout le monde est en principe d'accord pour dire que chacun évolue. On évolue tous, on est tous en évolution. Qu'est-ce que ça signifie évoluer? Pour moi, ça signifie que ce qu'on pense un jour, après quelques minutes, quelques heures, quelques années, on risque de le percevoir différemment, voire même de plus penser du tout la même chose, suite à des expériences, suite à des réflexions, suite au changement du monde, de ce qu'on peut percevoir, on va changer peut-être d'idée, et certainement, vous êtes d'accord qu'une personne qui n'évolue pas, n'est pas considérée comme pleinement épanouie, il y a certainement un problème. Donc, si tout le monde est d'accord pour dire qu'on évolue, c'est-à-dire qu'on change potentiellement d'avis, et que c'est positif, que c'est humain aussi. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que quand on prend une décision, on perçoit rarement, on a rarement la sagesse de tenir compte de cette évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je décide de faire telle chose ou de lancer tel projet. Je ne vais pas lancer, d'une manière générale, je ne vais pas lancer ce projet en me disant oui, mais peut-être que c'est faux, je devrais faire attention, etc. Non. En général, on fait le tour de la question et une fois qu'on a décidé, qu'on y a assez réfléchi, qu'on a des réponses claires en tête, on décide maintenant, go, on y va, on met en œuvre. Et c'est très humain. Et vous êtes d'accord que quand vous êtes plusieurs individus qui composaient toute la société, qui avaient différents avis, différents projets à mettre en œuvre, quelque part, ça va s'équilibrer. Mais lorsque ce sont des GAFAM, lorsque ce sont des entreprises privées d'impact mondial, comme les Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, etc., quand ces personnes-là qui sont à la tête de ces entreprises ont une vision du monde et décident de mettre en œuvre leur technologie selon cette vision du monde, ils impactent directement toute la planète. Tous les humains, toute la planète est impactée par leurs décisions. Même si c'est un pouvoir énorme, en fait, qui repose dans leurs mains. Exactement, c'est énorme. Et même si leur décision peut être bienveillante, ce qui reste encore des fois à démontrer. À démontrer, oui, effectivement. C'est pas que vénal et financier. Mais même dans le cas où ça serait bienveillant, avec le simple principe d'évolution que chacun a, peut-être que dans 5 ans, les mêmes dirigeants qui imposent ça au monde aujourd'hui se rendront compte qu'ils ont fait faux, se rendront compte qu'ils n'auraient pas dû faire comme ça. Ils n'auraient pas dû mettre plein pot, si vous passez l'expression, dans le développement de ces technologies. Ils auraient peut-être dû être plus circonspects,
tenir compte d'un principe de précaution, ne pas mettre en œuvre uniformément partout, mais peut-être donner une vraie alternative de choix. C'est-à-dire que maintenant, on voit bien de plus en plus qu'on a un faux choix. On nous fait semblant d'avoir le choix, mais finalement, au début, c'est un vrai choix dans ces technologies, on peut l'utiliser ou pas, et ensuite toute la société s'adapte, et ça devient plus un choix, ça devient le choix de dire vous vous marginalisez ou vous êtes avec tout le monde. C'est plus un choix. Vous êtes d'accord de dire oui à toutes les conditions qu'on nous met, qu'on nous oblige à avoir pour avoir une utilisation, une activité, une application sur nos smartphones, par exemple, que tout le monde a. Finalement, vous êtes obligé d'y passer si vous voulez être comme tout le monde. Donc c'est plus un vrai choix. Donc c'est plus de la bienveillance. Et à ce moment-là, il devrait y avoir, au moment donné où une technologie, une application a une influence au niveau mondial, à mon avis, ça devrait plus être aux privés qui ont imaginé ce genre de technologie ou qui les ont mises en œuvre, de continuer d'être finalement les seuls maîtres à bord et d'impacter toute la planète et tous les gens. Il doit y avoir quand même une capacité beaucoup plus démocratique, beaucoup plus contrôlée, où les gens sont eux-mêmes davantage autonomes, considérés, pour pouvoir finalement utiliser ces technologies. Alors qu'on voit de plus en plus, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui est préoccupant. Et quand je parle de ce genre de choses, quand j'interviens aussi dans les écoles ou comme ça, c'est très intéressant de voir que non seulement les enseignants, mais les jeunes aussi sont impactés. Quand ils voient les images que je vous montre, ou quand ils entendent ce qui est mis en œuvre, vous voyez la mâchoire qui commence à se décrocher, et puis après, ça les touche personnellement. Ils aimeraient comprendre dans quel monde ils arrivent, et quelles sont finalement les clés pour comprendre dans quel monde on va évoluer, et quels sont les dangers ou les avantages du monde dans lequel on va aller. Mais là, franchement, on est en train de vivre un monde complètement chamboulé. C'est une transformation mais totale. C'est pour ça que je vous dis que le passage de la terre plate à la terre ronde, quelque part, ce changement de paradigme à l'époque, on va subir quelque chose de beaucoup plus fort encore aujourd'hui, notamment au niveau de la physique quantique. Et j'aimerais bien qu'on aborde même effectivement pour terminer ce domaine-là. Oui, qui nous fascine tous un peu parce qu'on n'y comprend rien. Oui, alors dans l'intelligence artificielle, ils travaillent même actuellement donc sur des intelligences. On dit oui, mais l'intelligence artificielle finalement c'est quand même toujours des humains qui programment derrière. Oui. Non, c'est déjà fini. Ils ont déjà fait des intelligences artificielles capables de programmer d'autres intelligences artificielles. Première chose. Deuxième chose, ils sont en train de travailler sur la conscience artificielle. Donc, c'est-à-dire que la machine se voit penser. Même certains humains ne font pas ça. Hein. Donc, franchement, ça pose quand même des questions. Et les personnes qui mettent en œuvre ça, ce ne sont pas c'est pas une start-up dans un garage. C'est des Facebook, c'est des Google qui mettent en œuvre ces technologies, alors qu'ils ont l'impact mondial, l'impact planétaire. Ce sont eux, avec leur propre vision du monde d'aujourd'hui, qui mettent en œuvre ces projets, qui mettraient en œuvre le transhumanisme, qui mettent en œuvre voilà, des programmes entiers avec des moyens presque illimités dont ils disposent pour faire ce qu'ils veulent selon leur vision du monde. Et l'imposer finalement à la majorité, quoi. Voilà. Et là, on va en discuter, bienveillant, pas bienveillant, mais je le redis, même avec bienveillance, sur le simple principe que chacun évolue, à n'en pas douter, dans quelques années, les dirigeants verront la chose autrement. Je suis persuadé. Alors maintenant, il parle de conscience artificielle. On peut dire, mais qu'est-ce qu'un humain finalement? Alors, je vais déjà commencer avec ça, ce petit élément de chez Lego, un Mindstorms, un élément un robot Lego. Ah d'accord, ah oui, moi j'ai pas connu cela. Oui, maintenant ils le font plus celui-ci, c'est le Mindstorms NXT. D'accord. On utilise un petit peu ça au début pour expliquer ce que c'est qu'un robot à nos visiteurs. Alors finalement, il y a trois choses, on explique qu'il y a en tout cas trois choses qui sont semblables ou similaires à un humain chez les robots. Premièrement, les robots ont des capteurs. Ils peuvent en avoir qu'un, mais ils peuvent avoir bien sûr plusieurs capteurs. Comme nous avons des sens. D'accord? Nous avons 5 sens,
sixième sens pour certains, peut-être plus, mais tout le monde s'accorde qu'on a 5 sens, alors que chez les robots, ils ont bien plus de sens finalement que l'humain. Ils font de l'odorat artificiel, ils font des peaux artificielles, il y a des tas de choses. Donc, vous pouvez avoir tous les capteurs que vous voulez à disposition. Deuxième chose, vous avez des moyens d'action. Donc, typiquement, chez les robots, vous avez des moteurs ultra petits. Vous pouvez avoir des moteurs, ils font des courses de voitures nanoscopiques, c'est-à-dire ils font un microscope électronique pour voir des petites voitures faire la course. Ils travaillent avec des molécules. Donc, c'est assez impressionnant. Ou alors, vous pouvez avoir des muscles artificiels ou toute chose que vous voulez, alors que nous, nos moyens d'action, l'humain, son moyen d'action, ce sont les muscles. Même quand je parle, hein, tout ça, ce sont les muscles. Et puis ensuite, vous liez donc les capteurs d'un côté et les moyens d'action de l'autre. Vous les reliez au module de programmation. Souvent, c'est un ordinateur. Comme tout ça est relié chez nous dans notre cerveau. D'accord? Avec nous, on a des réflexes, on a une logique. J'espère pour tout le monde. Et puis, alors chez les robots, finalement, c'est la même chose, c'est le même principe. Simplement, on va pouvoir, nous, décider, finalement, en fonction du programme, qu'est-ce qu'on va faire faire avec ces moyens d'action en fonction des sens. Et c'est peut-être cet élément-là typique des robots ou presque de toutes les machines actuellement qui nous fait sentir qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange, humain, fascinant, passionnant ou qui fait peur peut-être dans ces machines parce qu'elles ont l'air d'être intelligentes dans le sens qu'elles réagissent à des sens. Donc ça, c'est la première approche au niveau robotique. Mais qu'est-ce qui nous différencie, nous, humains, d'un robot? Eh bien, il y a peut-être justement cette notion de conscience, de qui nous sommes, et puis le fait qu'on sache que moi, je suis pas vous, vous êtes pas moi, mais quelque part, on a tous quelque chose aussi en commun. Et qu'est-ce qui fait cette différence? Et là, on voit qu'au niveau de la science, d'une manière générale, on est encore loin d'avoir a priori tout compris. Je dirais qu'on en est là dans ce qui est accepté actuellement au niveau de la société. Mais maintenant, si vous regardez au niveau de la physique quantique, c'est pas un gros mot, je vous promets. C'est vrai que chaque fois qu'on entend, ou la plupart du temps quand on entend un physicien quantique, il vous parle de choses qui paraissent vraiment, c'est très difficile à suivre pour le commun des mortels. Ça paraît des phrases un peu abracadabrantes. Il vous parle de choses, vous comprenez souvent pas ce qu'il veut dire, ce qu'il entend par là. Ce que j'aimerais vous dire, et essayer, puisqu'on fait de la vulgarisation scientifique à Robosphère, j'espère que je vais y arriver à vous synthétiser un petit peu ça, parce qu'il y a des choses qui me semblent fondamentales pour comprendre justement dans quel monde on arrive. Premièrement, il y a le principe de la fente des fentes de Young. C'est une expérience qui a été faite en physique quantique, qui vous démontre, alors aidez-moi pour les spécialistes qui en connaîtront plus que moi, j'essaie de faire de la vulgarisation scientifique, mais avec l'expérience des fentes de Young, ils arrivent à démontrer qu'une particule peut être agir à la fois soit comme une onde, ou soit comme une particule dite de matière, d'accord? Ça veut dire que quand on arrive dans du très petit, il peut arriver à un stade où on ne sait plus, où on ne peut plus savoir si la particule, elle est matière ou elle est onde. D'accord? Donc, déjà, ça provoque quelque chose d'assez incompréhensible pour nous, parce que nous, on a l'habitude de vivre dans un monde où il y a de la matière. Il y a du solide, il y a du dur, il y a du costaud, il y a des objets, et puis il y a ce qu'on croit être le vide. On sait qu'il y a de l'air quand même, hein, si on se fout la main un peu vite, on sent qu'il y a quelque chose. Pourtant, on accepte quand même qu'il y a des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne décèle pas. Les ondes radio, les micro-ondes, toutes les ondes qu'on utilise électromagnétiques, le Wi-Fi, tout ça, on sait que ça existe puisqu'on l'utilise chaque jour dans nos appareils, mais on ne les perçoit pas. Eh bien, au niveau de la physique quantique, il vient une nouvelle notion, donc libre à chacun de croire ce que les scientifiques disent ou de croire les expériences ou pas. Moi, je pars du principe que ces expériences étant répétées dans plusieurs laboratoires à travers la planète, je pars du principe qu'on peut en tirer une conclusion comme étant comme la nouvelle planète qui est devenue ronde à la place de plate. On peut considérer maintenant que la matière peut être solide, mais peut-être pas solide. Et peut-être qu'elle est les deux à la fois. Alors ça on commence à plus comprendre.
finalement, ce sont que des interactions d'énergie, mais il y aurait pas de matière au sens dur du terme, quelque part. Bah, de toute façon, à l'échelle atomique, effectivement, il y a du vide, j'imagine, entre les atomes, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en gros, on pourrait dire que, d'ailleurs, je crois que c'est, sauf erreur, c'est Tesla, mais je ne suis pas sûr, qui avait dit que tout n'est que vibration et énergie. Voilà. Tout n'est que vibration et énergie. Donc, finalement, il n'y a pas matière, pas matière. Il n'y a pas lumière, onde. Il y a de l'énergie et il y a de la vibration, différentes sortes de vibrations. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut penser que justement quelque chose de petit ou de grand, de lumineux ou de sombre, de dur ou de mou, finalement c'est toujours de l'énergie, mais qui va peut-être vibrer différemment. Avec une intensité qui lui donne plus ou moins de matière, plus ou moins de présence, quoi. Voilà, par exemple. Donc à ce moment-là, ça veut dire que ce qui est intéressant aussi, mais je continue dans un autre ordre. Je reviens, excusez-moi. Donc, première expérience qui me semble intéressante, c'est Stephen de Jung qui démontre finalement qu'une particule de matière peut être aussi une onde, quelque part, quelque chose qui est non matière. Ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'intégrer, bien que ça soit un peu impossible à comprendre pour l'instant. Il faut essayer d'intégrer que tout ce que l'on perçoit avec nos sens comme étant de la matière dure, certes, pour nous, ça l'est, mais ça ne veut pas dire que ça l'est. Si on a d'autres sens, si on est à une autre échelle... On est limité par nos sens, en fait, c'est ça. Exactement, on est limité par nos sens. Avec un microscope électronique à balayage ou je sais pas quoi, effectivement, on voit les choses totalement différemment, quoi. Voilà, et puis même maintenant, il y a des ondes et des particules qui nous transpercent, qui passent à travers notre corps, à travers d'autres choses. Donc tout ça, c'est des choses qui existent, par exemple aussi. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui me semble vraiment intéressant, c'est le phénomène d'intrication. Donc l'intrication, là encore une fois, je suis désolé au niveau des spécialistes qui connaîtront mieux que moi, j'essaie de faire une vulgarisation scientifique aussi utile que possible. Ça permet de démontrer qu'il n'y a plus de limitation, comme on nous l'avait dit, de la vitesse de la lumière. Moi, j'étais à l'école, on nous apprenait que on pouvait pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et on calculait finalement les distances avec les autres galaxies, tout ça, on les calcule toujours en années-lumière, finalement, en nombre d'années qu'il faut pour que la lumière parcourt une certaine distance. Et puis avec l'expérience et le phénomène d'intrication qui est actuellement démontré par les scientifiques, il montre qu'il y a une possibilité de transcender complètement, de dépasser totalement la vitesse de la lumière, en allant quasiment jusqu'à une quasi-instantanéité d'une transmission d'informations, on ne sait pas comment. Ils prennent par exemple un photon, ils arrivent à séparer en deux quelque part un photon, et ils remarquent que finalement tout ce qui est toute influence que subit un photon va immédiatement se reproduire sur son jumeau. Et ça, sans qu'il y ait du tout de notion de temps. Donc vous pouvez être à des années-lumière, amener ce photon quelque part à des années-lumière de son jumeau. Si vous allez faire quelque chose à ce jumeau, il réagit de la même façon. Immédiatement, ça ne va pas attendre des années-lumière d'y arriver pour l'information. L'information, on ne sait pas comment, mais il est démontré que l'information passe et a une conséquence directe sur ce jumeau. Donc c'est incroyable. Ça veut dire qu'on doit prendre maintenant de cette expérience, encore une fois, si on la considère comme étant sérieuse, comme étant respectable, comme étant relativement juste, on doit la considérer et dire que la vitesse de la lumière n'est plus une limite. Que même, ça va non seulement au-delà de la vitesse de la lumière, mais ça veut dire que on peut imaginer des choses qui sont instantanées, indépendamment de la distance. Indépendamment de ce que l'on perçoit comme étant une distance. C'est complètement incroyable. Et ce genre de choses, c'est la science qui nous le dit. Ce ne sont pas, quelque part, des éléments, une conception purement philosophique, religieuse ou autre qui viennent nous amener ces notions. Ce sont des notions qui, à l'époque, s'opposaient à ces notions de religion, ou ce qu'on appelait spiritualité, justement, en disant, nous, on fait pas du blabla non démontrable, on fait pas des élucubrations réflexives, on vous parle de choses sérieuses et démontrables. Eh bien maintenant, les choses sérieuses et démontrables nous démontrent quelque part et donnent, à mon avis, et là
approche est quelque chose d'absolument incroyable, nous démontre finalement, nous donne les bases scientifiques de ce qui était réservé autrefois à la spiritualité. Ça devient incroyable. Ça veut dire que chaque atome, vous imaginez que vous-même, on est composé d'atomes, de particules, de photons, etc. Ça veut dire que si par le phénomène d'intrication, il nous montre que c'est possible, qu'on pourrait peut-être avoir un jumeau, allez, disons-le comme ça, et que tout ce que je vis là peut être reproduit ou ressenti n'importe où dans l'univers, quelle que soit la distance, en instantané, vous êtes d'accord que ça a de quoi remettre en question toute notre vision du monde. Oui, dans le sens qu'on peut imaginer que notre conscience, nos pensées, on le voit, puisque là aussi au niveau de la science, on sait qu'on peut analyser les courants électriques générés par nos pensées, hein, au niveau du cortex cerveau. On peut même activer maintenant des machines ou des choses avec notre pensée, parce qu'ils arrivent à détecter donc l'activité cérébrale de notre cerveau. Donc on voit bien que nos pensées, c'est aussi de la vibration, c'est des choses qu'on peut même capter nous-mêmes. Donc, imaginez que la conscience qu'on a, nous, quelque part, on est capable de capter certaines vibrations, que sont la matière, que sont même certaines personnes, on les capte d'une manière ou d'une autre, et quelque part, on est capable, nous, en émettant des idées, en émettant des pensées, et même par un regard, je peux vous transmettre certainement, pour certains qui sont plus sensibles, une certaine énergie. Donc, on voit bien que ceci, ça devient plus du domaine du blabla, du spirituel, du foufou. Ça devient quelque chose qui a des bases scientifiquement démontrées. Ça veut dire que ceux qui parlent de conscience d'unité, que finalement on est tous reliés, et on va plus loin, j'ose le dire, on parle de vie après la mort. On a des tas de témoignages de vie après la mort, par exemple, de la conscience qui survit. Simplement, ces témoignages avant étaient en contradiction avec ce qu'on avait, ce qu'on était d'accord de considérer comme étant juste au niveau de la science. Donc, ce qui s'écartait de ce qui était considéré comme étant juste et vérifiable par la science, on a tendance à le mettre un petit peu de côté. Jusqu'au moment où, justement, on a de nouvelles bases qui nous permettent de comprendre ça. Et ça nous permet d'imaginer toutes choses. Donc, ces simples éléments de physique quantique, ces deux expériences à elles seules, et il y en a beaucoup d'autres, hein, je peux vous dire, mais ces deux expériences à elles seules, si on les considère comme étant des faits, comme étant des réalités, ça donne libre cours à penser que notre conscience, elle est immortelle. Que notre corps physique, finalement, ce n'est que de l'énergie avec une certaine vibration, mais que quand on perd ce corps physique, ça va perdurer finalement, notre conscience va perdurer, va pouvoir utiliser peut-être d'autres corps, peut-être, on parle de réincarnation, ça paraît complètement fou pour la plupart des gens, c'est des choses qui sont du domaine de la religion, mais si vous raisonnez physique quantique, et maintenant vous avez même un célèbre physicien quantique chez vous qui est en poste au CNRS en France, qui s'appelle Philippe Guillemont, vous pourrez aller voir ses conférences. Il est reconnu par ses pairs, en tout cas jusqu'à présent toujours. Donc c'est une personne qui vous parle que notre conscience perdure après la mort. C'est un physicien qui vous dit ça. Ce ne sont pas des religieux ou des philosophes. Donc on arrive à quelque chose qui est vraiment vraiment fondamental. Et ça, je pense que ce paramètre-là, ça va être très très fort et très très bouleversant pour la plupart d'entre nous et pour toute notre société. Et je pense qu'on va au devant de ça quelque part. Et maintenant, c'est ce qu'on va faire à Robosphère. On va on va pas seulement faire de la technologie pure. On va faire de la vulgarisation scientifique aussi dans le domaine de la science en général, justement pour pouvoir donner des expériences avec des mots très simples, faire comprendre justement ce que la physique quantique, comme je viens de le dire, en espérant que vous ayez un peu compris ce que j'en tirais, ce qu'elle nous dit finalement et à quel point ça nous fait changer nos perceptions du monde. Et maintenant, je boucle la boucle, puisqu'en changeant notre perception du monde, j'ai évolué. Et donc, la mise en œuvre des technologies va être faite de manière certainement totalement différente de si je n'avais pas cette notion, cette vision du monde.
Donc, si je mets en œuvre mes technologies, aussi folles soient-elles, avec une vision d'un monde matériel, fini, vitesse de la lumière, mort, maladie, etc., je vais avoir une certaine vision du monde que je vais mettre en œuvre au travers des technologies et qui va impacter toute la planète. Alors qu'aujourd'hui même, alors qu'on met en œuvre ces technologies, la science nous démontre et nous dit qu'on doit se baser sur une toute autre vision du monde. Sur une survivance de la conscience, sur un aspect impalpable, sur le dépassement de la vitesse de la lumière, et on n'en est qu'au tout début de ça. Donc, de toute façon, ça sert à rien d'aller trop vite. Déjà là, ça va faire certainement un choc peut-être pour certains, mais ça veut dire qu'on est vraiment en train de vivre quelque chose de complètement fou, et on a envie d'accompagner à Robosphère la population dans ce genre de dans questionnement. cette prise de conscience, effectivement, qui permet peut-être aussi d'ouvrir d'autres horizons et peut-être de nouvelles réflexions, voire, j'imagine, chez votre jeune public, peut-être des carrières futures dans le domaine des sciences. Donc, le public, c'est pas c'est pas qu'à des enfants, bien au contraire. Bien sûr, bien sûr. Nous, on a eu nos visiteurs, notamment pour les visites guidées, par exemple, on a des discussions passionnantes avec des personnes âgées, parce qu'elles ont vécu, elles ont toute une vie finalement derrière elles d'évolution technologique, d'impact et de questionnement. C'est absolument fabuleux ce qu'elles ont vécu comme évolution jusqu'à maintenant. Donc c'est pas que nous on apporte de l'information à sens unique, c'est un échange entre personnes, finalement, l'expérience des autres, voilà. Et surtout on ne fait pas de prosélytisme, on n'est pas pro-technologie à Robosphère. On utilise la robotique et la technologie comme étant une base d'accroche par rapport aux gens qui sont fascinés par rapport aux objets qui nous impactent tous les jours. Venez, et c'est la première base sur laquelle on part, et après on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça. Quand on comprend l'évolution qui est en cours, au travers de l'évolution purement technologique et de l'intelligence artificielle, on aboutit immanquablement aux révolutions finalement scientifiques, notamment la révolution quantique qui est absolument en cours. D'ailleurs, ils utilisent aussi en technologie la physique quantique, puisqu'il y a des ordinateurs qui sont annoncés, des ordinateurs quantiques qui vont fonctionner à la vitesse de la lumière, avec des photons et d'autres choses. Donc, on entre vraiment dans l'ère quantique, je dirais, et ça doit pas faire peur. Tout le monde va y passer quelque part, tout le monde y passe, tout le monde est concerné, et tout le monde va pouvoir le comprendre, tout le monde va pouvoir agir. Et à mon avis, ce que la physique quantique annonce, c'est que finalement, c'est que nos propres pensées et nos propres idées peuvent avoir une influence directe sur notre environnement, puisque ce sont des ondes, puisque ce sont des vibrations, et que tout ce qu'on perçoit comme étant notre environnement, c'est la même chose. On peut complètement comprendre que finalement, la pensée, on est des sortes de créateurs, de récepteurs et de créateurs également de notre monde, et finalement, la façon dont on pense le monde, notre propre vision du monde, nos propres œillères qu'on s'est fait, peut-être qu'on s'est fixé avec notre éducation, que ce soit en famille, que ce soit avec l'école, que ce soit dans notre société, notre fonctionnement, ce qu'on a perçu, qui vient de l'extérieur et qu'on a finalement accepté comme étant notre paradigme de vie, nos fonctionnements. Ah oui, ben il faut faire comme ci, ça ne doit pas faire comme ça. Il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Tout ça, on l'a accepté. Donc finalement, on a transformé nos pensées pour les adapter avec ces paramètres-là. Mais finalement, peut-être que on peut complètement chambouler notre monde simplement en le voyant différemment. Changer de regard, changer de perspective, effectivement. Donc ça serait mon mot de la fin pour conclure. Ça serait de dire que, ben voilà, je crois personnellement à ça, donc à l'influence de nous, de notre vision du monde, de chacun peut changer quelque part le monde réel, le monde concret, et on n'est pas juste des moutons, des victimes finalement de choses qui se passent à l'extérieur et toute une technologie où on est obligé de suivre. Oui, il y a une partie de ça, parce qu'on est obligé, on vit dans ce monde de 3 dimensions avec nos 5 sens, quelque part, mais je suis persuadé qu'on vit un moment où on va transmuter, on va passer de cette vision-là à une vision complètement différente, où à la fois il y a cette réalité-là, mais à la fois on est capable de co-créer, de créer soi-même et d'aider à changer le monde par nos propres, ne serait-ce que nos propres pensées quelque part. Et ça, on arrive vraiment dans un domaine qui était jusqu'à présent réservé uniquement à la spiritualité ou aux religions. L'ésotérisme un peu aussi, hein, on a le sentiment effectivement que
on arrive finalement à démontrer des choses que certaines personnes avaient anticipées de manière intuitive, on va dire. Exactement. Et tant qu'elles ne sont pas démontrées par la science, elles sont censées ne pas exister. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant, puisque je reviens à la Terre ronde et plate. À l'époque de la Terre plate, où on croyait que la Terre était plate, la science pouvait vous démontrer, encore une fois, qu'on ne pouvait pas vivre sur quelque chose de rond. Hein. Bien sûr. Vous êtes tombé dans... on voit bien que la science, elle ne dit pas finalement ce qui est. Oui, oui. La science, elle nous dit que où on en est dans notre compréhension du monde. Donc ça, il faut aussi intégrer que finalement la science continue de progresser, donc elle va continuer de creuser finalement ce qu'on ne sait pas encore pour qu'on finisse par le savoir, et par là même, on va changer notre vision du monde, et elle est actuellement en train de devoir presque quelque part être changée. Voilà. Donc bienvenue à tout le monde si vous voulez, et merci beaucoup au Granit de m'avoir invité. J'espère que ça aura intéressé du monde, et bonne suite à tous dans ces bouleversements. Oui, merci Serge. Nous terminons là. Juste vous rappeler que les jeudis c'est galerie, c'est presque tous les jeudis. Le prochain jeudi, donc c'est le 21 janvier, où nous retrouverons Donatien Aubert, un artiste que nous accueillons dans l'exposition qui est en ce moment dans la Galerie du Granit, qui malheureusement n'est pas accessible au public, mais que nous espérons pouvoir ouvrir prochainement, si tout va bien. Enfin, j'espère. On ne sait plus, mais bon, voilà. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et au plaisir de vous retrouver pour un prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir, bonne suite.